Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreuses et aussi nombreux à cette conférence malgré ce redout, ce froid en ce début janvier. Et bienvenue à la faculté d'économie de Montpellier et à cette conférence donc organisée par l'Observatoire de la faculté d'économie de Montpellier, qui est donc une association étudiante que nous avons montée l'année dernière et qui a pour objectif de faire donc plusieurs conférences, tables rondes sur des sujets économiques et sur des sujets notamment locaux, comme la conférence d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, conférence, faut-il encore construire des routes ? Grande question d'actualité par rapport à notre transition écologique. Et nous allons prendre un cas local sur notre métropole, qui est celui du contournement ouest de Montpellier. Pour cette conférence, donc, j'ai l'honneur d'avoir 4 intervenants et intervenantes avec moi. Donc, en commençant par donc, les enseignants-chercheurs, donc monsieur en premier Mathias Raymond. Donc vous êtes maître de conférence en sciences économiques, spécialisé sur donc les transports et les médias, c'est bien ça. Et vous êtes aussi donc, spécialiste d'économie des transports et co-animateur d'Acrimed en plus de tout cela. François Mirabel, donc vous êtes professeur des universités, ancien doyen de la faculté d'économie de Montpellier. Vous êtes spécialisé sur l'économie des transports et de l'énergie. Et donc ça, c'est pour le côté enseignant-chercheur. Et ensuite, on a... Donc Hugo Arnichamp, vous êtes là au nom des Shifters, qui est une association nationale avec une déclinaison locale, donc les Shifters Languedoc-Roussillon, et qui est donc connue sur ce projet de contournement ouest de Montpellier pour avoir fait une étude d'impact qui est très sérieuse et très intéressante que je vous laisserai présenter tout à l'heure. Et pour le collectif Autrecom, on a Céline Skorvanaka. Donc vous représentez ce collectif qui représente la société civile et plusieurs associations qui se sont unies pour lutter contre ce projet de contournement ouest de Montpellier. Donc, on va commencer avec une présentation de François et Mathias de manière générale sur l'économie des transports, et ensuite on passera donc aux shifters et à Céline pour l'Autrecom pour poursuivre cette présentation. Je vous remercie. Ça marche ? Oui, ça marche. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors nous, on va vous faire une présentation un petit peu générale. On ne va pas rentrer dans le détail de la problématique du contournement ouest de Montpellier. Évidemment, après, au cours de la discussion qui suivra, on aura des éléments complémentaires à ajouter. Pour partir d'une situation très, très générale et faire vraiment un historique très bref de la situation, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a adapté un petit peu les comportements humains, les habitudes des ménages à la voiture. Et donc, durant les 30 Glorieuses, on a vu se développer de manière massive le parc automobile. Les ménages sont devenus motorisés, puis multimotorisés. Et cela a entraîné un développement massif des routes durant toute cette période. On a relevé, dans quelques chiffres, je ne vais pas tous les mettre, mais quelques chiffres importants, le fait que les routes goudronnées ont été multipliées par 5 sur juste la décennie 60-70, puis encore par 2 sur la période suivante, 70 jusqu'à 2020. Donc, on a développé l'automobile, on a développé les infrastructures automobiles. En parallèle, avec ce développement des infrastructures automobiles, on a réduit les infrastructures collectives, en particulier le transport ferroviaire. Cela a eu des effets, on les connaît ces effets, je ne vais pas non plus m'attarder là-dessus puisque ce n'est pas l'objectif de cette conférence, mais cela a eu des effets sur la position du transport en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre pour la France, avec 32% des émissions nationales de CO2. Le transport routier en particulier est celui qui tire vers le haut, disons, si on peut dire ça comme ça, ou plutôt vers le bas, ces émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il est responsable de 94% des émissions, dont 55% sont réservés simplement aux véhicules particuliers. Un autre chiffre qui nous semble important et qui va, pour le coup, être significatif dans l'analyse que l'on va faire du transport et du transport urbain et périurbain en particulier, c'est qu'un déplacement sur 2 se fait
pour des distances inférieures à moins de 3 km. C'est-à-dire que quand on se déplace pour 3 km, une fois sur deux, on prend la voiture. Sinon, ça va être d'autres modes, la marche à pied, le vélo ou les transports collectifs principalement. Pour finir avec ce petit panorama de chiffres, en 2022, donc 82% des transports intérieurs en France étaient effectués en automobile et simplement 12% en train. Et le ratio est à peu près équivalent avec le transport de marchandises, avec même un peu plus, 88% acheminés par les routes, en particulier donc par les camions. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Vous voyez sur cette image une autoroute périurbaine qui se situe en Californie, à proximité de Los Angeles. Et cette autoroute, elle est composée de 2 fois 8 voies. 2 fois 8 voies. La photo est prise en soirée, on peut imaginer vers 17h30, 18h. Et la congestion est massive dans les deux sens à 18h. Et la question que je me pose et que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant ces 2 fois 8 voies ? Eh bien, il y avait une 2 fois 7 voies. Et avant cette 2 fois 7 voies, qu'est-ce qu'il y avait ? Une 2 fois 6 voies. Et ainsi de suite jusqu'à une 2 fois 2 voies. Et pourquoi on est passé du 2 fois 2 voies à 3 voies et ainsi de suite ? Parce que c'était encombré. Donc, à coup sûr, si aujourd'hui on reprend le même raisonnement et qu'on fait la photo au même endroit, quelques années plus tard, on a certainement une 2 fois 9 voies, ou pourquoi pas une 2 fois 10 voies. Mais tout autant encombré que cela. Et c'est le but ici de notre présentation, c'est de dire que à quoi bon construire des routes, puisque ces routes seront systématiquement encombrées. Et toutes les études le montrent. Donc on va faire une présentation un petit peu en 2 parties. Moi je vais plus parler du passé, puisque construire des routes, vraisemblablement, pour nous du moins, ça renvoie à une culture passée. Et François développera dans une deuxième partie, plus précisément, les outils qui sont mis en œuvre aujourd'hui pour l'avenir, on va dire, des déplacements, qu'ils soient automobiles ou pas. Donc, très longtemps, durant les années 50, 60, 70, lutter contre la congestion était une question qui revenait sans cesse aux oreilles des décideurs, et leur réponse, c'était mettre en œuvre une politique de l'offre de voirie, en se disant, eh bien, c'est sûr que si on élargit le passage, eh bien, il va y avoir plus de voitures qui vont pouvoir passer. Georges Pompidou, Premier ministre, puis président de la République, a toujours été un grand défenseur de l'automobile, et il avait cette formule, il faut adapter la ville à l'automobile et adapter toutes les infrastructures urbaines aux voitures. À court terme, c'est vrai, si du jour au lendemain on dédouble les autoroutes, on multiplie le nombre de voies, du jour au lendemain, oui, il y a une réduction de la congestion et donc une réduction du temps de trajet effectué. Et de fait, ça coûte moins cher de se déplacer puisqu'on passe moins de temps dans les transports, moins de temps dans la voiture, on consomme moins d'essence, on gagne du temps, on a d'autres activités et donc c'est bénéfique pour tout le monde. Mais à moyen terme et surtout à long terme, l'augmentation du nombre de voies va entraîner des effets négatifs que je vais développer un petit peu plus, essentiellement l'étalement urbain, mais aussi le trafic induit. Et au-delà de ça, une inefficacité globale du réseau routier. Alors, d'abord, l'étalement urbain. Je ne rentre pas non plus dans les détails théoriques et les modèles économiques qui ont été développés, mais il y a ce qu'on appelle la loi de Zahavi en économie des transports, qui revient sur l'idée que le budget temps de déplacement reste inchangé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque la vitesse de déplacement augmente, eh bien, on va augmenter nos distances parcourues. Donc, on va augmenter nos distances parcourues quotidiennes, mais aussi lors des voyages. Si, par exemple, ça me coûte aussi cher d'aller à Londres qu'à New York, eh j'irai plus souvent. Ça me coûte aussi cher en temps, je veux dire. En temps passé, ça me coûte autant de temps d'aller à New York que d'aller à Londres. Eh bien, j'irai plus souvent à New York. Donc, plus on va réduire le temps parcouru, plus je vais
aller loin. Donc c'est l'idée que les améliorations des routes ne permettent pas en réalité de gagner du temps de déplacement. Au contraire, on va choisir des déplacements, enfin des destinations et donc des déplacements plus éloignés, dès lors que les routes sont améliorées, autrement dit élargies, dès lors qu'on rajoute des voies, comme on l'a vu dans l'image de tout à l'heure. Donc on va faire des trajets plus longs. Et là, les études empiriques, alors elles varient selon les zones, selon les pays, selon les villes, mais il y a une constante, notamment celle-ci, c'est qu'il y a une stabilité des temps de déplacement quotidien autour de 70 minutes. C'est-à-dire qu'on est prêt à assumer 70 minutes de déplacement quotidien, 35 minutes aller, 35 minutes retour, et que donc, si on fluidifie le trajet, on est prêt à habiter encore plus loin de son lieu de travail, puisque le temps reste le même. Donc le temps et la distance en particulier donc, se mesurent plutôt en temps qu'en kilomètres. Deuxième élément pour nous qui est important, c'est l'idée du trafic induit. Bon, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Down. L'élargissement des routes encombrées attire forcément une demande nouvelle, une demande latente qui provient d'autres itinéraires. Des gens qui ne prenaient pas cette route avant vont la prendre parce que d'un coup, elle devient fluide. Elle devient fluide et donc il va y avoir un encouragement à des déplacements plus longs et plus fréquents. Pourquoi ? Ça, c'est en économie ce qu'on appelle la loi de la demande. Dès lors que le prix d'un bien baisse, la demande augmente. Eh bien, là, le prix, si vous voulez, c'est le temps passé. Donc, le temps passé baisse. Eh bien, il y a plus de demandes pour ce trajet-là. Donc, il y a de suite comme une nouvelle demande qui va apparaître grâce à la création d'une nouvelle voie supplémentaire qui va fluidifier dans un premier temps et donc à court terme les déplacements. Donc ici, les améliorations routières réduisent les coûts d'utilisation, c'est-à-dire en fait le prix de la conduite, et donc encouragent évidemment davantage de déplacements de véhicules. À partir de là, on a de nombreuses études qui sont faites à partir des années 90 en particulier. Et on a l'exemple de la ville de Los Angeles qui illustre parfaitement ce paradoxe. L'offre de route, l'offre de voirie crée la demande de voirie. Et progressivement, on va voir les conditions de circulation se dégrader. Et je ne peux pas faire ici un étalage de tous les travaux qui sont faits sur le trafic généré et les déplacements induits, mais quelques travaux récents ici, une étude sur 545 villes européennes montre que l'expansion des autoroutes urbaines augmente le trafic automobile et ne parvient donc pas à résoudre le problème de congestion. Une autre étude qui porte sur 100 zones urbaines aux États-Unis, donc c'est des études récentes, 2020, 2021 pour la dernière, donc sur la période 93-2017, au cours de cette période, alors que l'objectif c'est de réduire la congestion, eh bien la congestion a augmenté de 144%, bien plus que la population de ces zones concernées. Autre exemple, et ça sera le dernier, mais je pourrais défiler pendant une demi-heure des exemples comme cela, l'extension d'une autoroute, l'autoroute M25 de Londres, a augmenté les volumes de trafic jusqu'à 23%, juste 2 à 3 ans après son ouverture. Parfois, on dit qu'il faut attendre 4-5 ans pour voir, même 5-10 ans pour voir vraiment le trafic gonfler. Là, en 2 ou 3 ans, simplement, le trafic avait augmenté de 23%. Contrairement aux projections, mais ça, je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir dans la critique des analyses de projets qui peuvent être faites autour de ce genre de projet de construction des routes. Donc, l'allègement de la congestion dû à l'expansion de la capacité, eh bien, en fait, elle disparaît toujours et généralement dans les 5 premières années. Et enfin, un dernier point qui semble important à souligner, c'est tous les effets indirects liés à l'augmentation du nombre de voiries et à l'extension du réseau routier. D'abord, un effet qui semble couler de source, c'est l'effet global sur le réseau routier.
on va avoir des déplacements supplémentaires qui vont être générés, puisque au départ, cette route est fluide, ce qui va faire que les autres routes qui avant n'étaient pas forcément encombrées vont devenir encombrées pour accéder à cette route qui, au départ, est fluide. Et puis, on a un autre élément qui va concerner un autre secteur, celui des transports collectifs. Ce paradoxe, c'est qu'une partie de la demande induite provient des utilisateurs des transports collectifs. Des gens qui avaient l'habitude de se déplacer en transport collectif voient une route fluide à côté et se disent c'est plus rapide pour moi de me déplacer, de faire un bout à l'autre de Montpellier en voiture que de le faire en tramway. Donc, je prends la voiture, alors que je prenais les transports collectifs auparavant. Et donc là, on a ce paradoxe qui fait qu'on a une diminution de l'utilisation des équipements de transport collectif. Alors, je pourrais ajouter d'autres points, simplement le fait que les cas que je vous donne sont des cas qui s'avèrent vrais pour l'essentiel. Il y a quelques cas particuliers, notamment le cas où on agrandit des routes qui ne sont pas encombrées. Donc imaginez une 2x2 voies qui n'est jamais encombrée, on passe à 3 voies, ça ne va pas générer plus de trafic puisqu'il n'y avait pas de demande sur ce trajet et rajouter une voie, ça ne change rien de particulier, mais là, on n'est pas du tout concerné par cette affaire. Et pour conclure, donc, plus une route est encombrée, plus le trafic généré par les extensions est important. Je crois qu'on l'a compris. Pour la deuxième partie, je donne la parole à François. Merci beaucoup Mathias et bonsoir à toutes et à tous. J'en profite pour remercier Guillaume Verne et puis l'association OUFEM pour cette initiative qui je trouve particulièrement intéressante, qui permet à la fois d'avoir une analyse un petit peu générale et puis d'être sur des problématiques très concrètes, en l'occurrence le contournement ouest de Montpellier, je crois qu'il intéresse aujourd'hui beaucoup de monde dans l'Assemblée. Donc merci pour cette initiative et puis longue vie à l'OUFEM parce que je crois que c'est aussi une belle initiative. Alors Mathias l'a rappelé, on était dans des politiques centrées sur l'automobile. Je vous rappelle, Alfred Sauvy, on est bien loin avec les 4 roues de la fortune. Je ne sais pas si vous avez lu son livre, mais il est assez intéressant parce que l'automobile est un objet de culte sociétal et effectivement, on était dans un monde centré sur l'automobile et aujourd'hui, évidemment, on est dans un environnement tout autre. On a des nouvelles orientations avec des réglementations, des lois qui sont de plus en plus drastiques, notamment avec des horizons temporels qui sont ceux essentiellement de 2050. Alors pour 2050, vous connaissez tous l'objectif zéro émission nette, l'objectif alors à la fois en France, mais en Europe, et puis dans beaucoup de pays du monde, c'est de dire on va émettre des émissions de gaz à effet de serre qui correspondent à ce que les puits carbone vont pouvoir absorber. Avec aujourd'hui des scientifiques qui nous disent attention, les puits carbone, ils ne sont pas aussi efficaces que ce qu'on pensait. Donc un objectif drastique. L'objectif zéro artificialisation nette. Tiens, un objectif dans lequel, si on imperméabilise des sols, il faut qu'en contrepartie, on s'assure pour 2050 que les sols imperméabilisés sont compensés par des désimperméabilisations et des retours à l'état naturel de ces sols-là. Donc vous voyez que les objectifs sont drastiques. Je ne vais pas citer toutes les lois. Vous avez en tête la loi transition énergétique croissance verte, vous avez la loi orientation mobilité, vous avez la loi climat et résilience, des lois qui insistent, peut-être on en reparlera tout à l'heure, sur l'importance des mobilités partagées, des mobilités douces, l'importance de la transition écologique des véhicules, l'importance de réglementation. Vous avez tous entendu parler des zones à faible émission avec toutes les problématiques d'équité, de justice sociale que ça pose sur les pastilles critères 3 qui devraient être interdites dans l'entrée des grandes agglomérations. Donc voilà, on a des jalonnements qui indiquent qu'il faut mettre en place des actions très volontaires et on a une stratégie nationale bas carbone. Alors la stratégie nationale bas carbone, je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, mais l'idée c'est de pouvoir, puisqu'on a des objectifs drastiques en termes d'émissions de gaz à effet de serre, être capable d'évaluer les budgets carbone attendus dans chaque secteur d'activité et en particulier dans le secteur des transports. Alors, cette stratégie nationale bas carbone, elle est revisitée régulièrement, chaque 3-4 ans. Là, on en est à la 3e. Et je peux vous garantir qu'il y a de grandes difficultés pour établir les budgets carbone, en particulier dans le secteur transport et dans le secteur du bâtiment, qui sont des secteurs dans lesquels on a beaucoup de mal à respecter les objectifs qui ont été fixés. Pour les transports, on est aujourd'hui, pour que vous ayez un ordre d'idée,
de ce qui nous attend, et ça rebondit sur la problématique du COM, je vous garantis, on est très proche. Aujourd'hui, on est à peu près à 120 millions de tonnes équivalent CO2 émis par le secteur transport en France. Si vous prenez la stratégie nationale bas carbone 2035, c'est de baisser de 55%. Ça veut dire qu'en gros, on doit être à 90 millions de tonnes équivalent CO2 en 2030 pour les transports. Et tenez-vous bien, en 2050, on doit être, neutralité carbone oblige, à 4 millions de tonnes équivalent CO2 dans le secteur des transports. Inutile de vous dire que pour passer de 120 à 90 et ensuite passer à 4 millions de tonnes équivalent CO2, on a du pain sur la planche. Alors, au-delà de ce cadre réglementaire et de ce cadre législatif, je ne vais pas m'appesantir, mais la stratégie nationale bas carbone, donc ces budgets qui sont, on l'a vu, extrêmement contraignants, en particulier pour le secteur transport, ils s'appuient sur deux grands leviers dont vous avez tous entendu parler. Le premier levier, c'est de dire on va avoir un levier technologique. C'est l'efficacité et de dire mais finalement comment décarboner aujourd'hui nos véhicules et comment décarboner les vecteurs énergétiques utilisés, c'est-à-dire comment réduire l'intensité carbone de l'énergie qui est utilisée. Premièrement. Donc ça veut dire comment on passe à des véhicules thermiques classiques, à des véhicules électriques, des véhicules hydrogène, à des véhicules qui sont susceptibles technologiquement d'émettre moins à l'usage. Attention, on n'est pas en analyse de cycle de vie ici. Et puis deuxième élément, la partie techno, c'est dire il faut améliorer aussi l'efficacité des véhicules. Ça veut dire avoir à l'usage des véhicules qui consomment moins de carburant ou qui consomment moins des sources énergétiques. Ce qui n'est pas très cohérent quand on voit aujourd'hui le passage à des véhicules électriques et l'idée que le poids ne cesse d'augmenter sur les véhicules. Ce qui n'est pas très cohérent. Mais on va peut-être réaborder cette question-là, même si elle s'éloigne un petit peu de notre sujet. Et puis le deuxième levier, c'est le levier comportemental, c'est le levier sociétal, c'est la sobriété. Et dans cette sobriété, c'est dire, à un moment donné, il va falloir agir sur les comportements et pas seulement sur la technologie. Et tous les scénarios prospectifs sont sur ces leviers, technologie et sobriété. Il n'y a pas seulement la stratégie nationale bas carbone. On peut reprendre les scénarios prospectifs du réseau de transport électrique, prospective 2050, le CGEDD qui a fait des rapports aussi de prospective pour 2050, tous reposent sur pari technologique, pari sociétal. Alors ce pari sociétal, il repose sur une sobriété. Mais la sobriété, alors je vous ai mis un exemple que je trouve assez intéressant qui a été développé par l'association Négawatt. Le meilleur kilowattheure, c'est celui qui n'est pas consommé. Et effectivement, dans cette sobriété, il y a plusieurs dimensions. Il y en a 4 que je trouve assez intéressantes. Je trouve la typologie et la grille de lecture assez éclairante. Première sobriété, la sobriété d'usage. Il faut moins de voyageurs kilomètres et moins de tonnes kilomètres. Avec ce qui vient de nous être démontré avant, ça va être compliqué si on crée des voiries, des infrastructures nouvelles. La demande ne cesse de croître et avec le trafic induit, l'amélioration des trafics à court terme, il y a un vrai risque d'avoir une explosion des demandes. Donc cette sobriété d'usage, elle va être compliquée. Deuxième élément, sobriété de substitution. Alors la substitution, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est de tout faire pour qu'on puisse avoir des modes de déplacement plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des contraintes que nous avons. Alors, on parle d'environnement, d'émissions de gaz à effet de serre, mais on pourrait parler aussi de la consommation d'espace, de la pollution locale, etc. La sobriété dimensionnelle, très intéressant. Avoir des véhicules, des moyens de déplacement qui sont adaptés aux usages. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui d'avoir des 4x4 ou des SUV pour circuler en ville ? Est-ce qu'il est normal, comme le disait Mathias, d'avoir aujourd'hui des déplacements de moins de 2 km qui se font en voiture ? Voilà, ça c'est de la sobriété dimensionnelle. Revenir à de la cohérence. Et puis la sobriété collaborative, qui est une sobriété de mobilité partagée dans laquelle aujourd'hui l'autosolisme est terminé. Il y a des vraies dépendances à l'automobile pour des personnes qui sont captives de véhicules automobiles, notamment dans des zones peu densément peuplées. Mais il va falloir aussi essayer de repenser les mobilités partagées. Alors le covoiturage bien sûr, mais aussi l'autopartage ou le vélo-partage. Alors, je ne vais évidemment pas détailler tout ce que j'ai mis sur cette diapositive. Je vous montre l'éventail de ce qu'on pourrait imaginer mettre en place pour, on va dire, stimuler cette sobriété, qu'elle soit d'usage, dimensionnelle, de substitution. Il y a tous les instruments réglementaires que vous connaissez, avec des interdictions de circulation, la mise en place de normes environnementales.
les pastilles Crit-Air sont basées sur ce principe. On met en place des normes environnementales pour empêcher une partie des véhicules automobiles de circuler en ville, les véhicules les plus polluants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça pose des questions en termes d'équité. Les problématiques de réglementation des vitesses, la réglementation des places de stationnement. On pourra peut-être en parler, c'est-à-dire qu'on parle effectivement de trafic induit, mais derrière, il y a toute la question de dire, ces véhicules, une fois qu'ils sont arrivés à destination, où est-ce qu'ils se positionnent ? Donc, au-delà des instruments réglementaires, il y a aussi la possibilité de mettre en place des politiques publiques tarifaires, incitatives, avec tous les signaux prix. Alors, c'est des taxations, des subventions, des systèmes de bonus-malus, des systèmes de péage urbain, je ne reviens pas dessus. Et puis, la question des aménagements et des investissements. Et c'est là qu'effectivement, on rentre dans l'idée qu'il y a un rôle très important à jouer du côté du décideur public pour mettre en place les investissements ciblés, les plus pertinents du point de vue de tous les impératifs écologiques dont j'ai parlé tout à l'heure, y compris du point de vue de l'artificialisation des sols. Parce que même si on est sur des projets d'utilité publique qui sont soustraits à l'obligation, mais peut-être vous en parlerez, de zéro artificialisation nette, malgré tout, je pense que l'occupation et l'empreinte au sol de ces infrastructures est particulièrement importante. Et donc, effectivement, quels que soient les outils utilisés, qu'ils soient réglementaires, incitatifs, dans tous les cas, il va falloir investir. Alors, réduction de la voirie et non pas augmentation de la voirie pour les automobilistes. Il y a la question aussi de l'aménagement urbain avec la question de la densification des espaces. L'étalement urbain dont on parlait tout à l'heure ne peut plus continuer. On ne peut plus avoir une course effrénée en adaptant les villes à l'automobile. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est très compliqué à moyen terme de redimensionner les villes, d'avoir des villes avec une mixité fonctionnelle. Parce que les modèles dans lesquels on a des hypermarchés d'un côté, dans lesquels on a les lieux de travail de l'autre, on a des lieux de loisirs, on a des centres industriels, ça a suscité aussi une séparation des activités qui a engendré mécaniquement des déplacements. Alors on parle de villes du quart d'heure, de villes à portée de main. Bien sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il faudra aussi repenser nos aménagements urbains et évidemment réduire la voirie pour transférer cette voirie vers des usages alternatifs. D'ailleurs, dans le centre de Montpellier, c'est ce qu'on observe. Une véritable réduction de la voirie pour l'automobile et un transfert pour des mobilités douces. Et ça, je vais dire, c'est dans le bon sens. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, avant de passer la parole et de rentrer dans le vif du sujet qui vous intéresse pour la plupart sur le contournement ouest de Montpellier, quelques points de conclusion. D'abord, bien sûr, aujourd'hui, l'impératif est de réduire la place de l'automobile tout en assurant le droit à la mobilité urbaine. Et ça, c'est fondamental. Il y a des questions, effectivement, de réduction des espaces pour les automobilistes, ça c'est clair, d'analyser le trafic déduit, mais de pouvoir mettre à disposition les modes de transport alternatifs, les voies alternatives possibles lorsqu'on va priver de l'utilisation de l'automobile certains utilisateurs. Donc il faut vérifier en amont qu'on a bien à disposition les moyens de transport alternatifs qui pourront permettre aux automobilistes anciens de se déplacer. Deuxième élément, mettre en place évidemment toutes les mesures d'accompagnement pour réduire les inégalités sociales ou territoriales qui peuvent à un moment donné être très importantes quand on met en place des politiques publiques drastiques de limitation de l'automobile. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, on a véritablement à intégrer cette question d'équité spatiale, d'équité territoriale, on pourra peut-être en reparler, et elle est fondamentale, y compris lorsqu'on met en place des infrastructures routières, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi prendre en compte cette dimension-là. Et puis de manière, et ça je pense qu'on est tous à croire à ces éléments-là, à plus long terme, je crois clairement qu'il faut une véritable politique d'éducation. Alors Edgar Morin parle d'éducation de civilisation. Alors il dit, il y a une intoxication à l'automobile, c'est vieux ce qu'il disait. C'était en 2003, au comité des sages, pour un rapport qui était fait pour le gouvernement sur des questions liées à la mobilité. Et il expliquait à l'époque, il y a une intoxication automobile et il faut avoir un vrai changement d'éducation. Ce que l'automobile représente, vous prenez Copenhague, vous prenez Amsterdam, vous prenez Utrecht, ce sont des villes dans lesquelles il y a une culture du vélo, une culture de la mobilité. Et à Copenhague, à Utrecht, quand vous interrogez les gens, ils ne prennent pas le vélo parce que c'est bon pour l'écologie, ils ne prennent pas le vélo parce que c'est moins cher, mais ils prennent le vélo parce que ça met moins de temps et que c'est beaucoup plus pratique et que c'est beaucoup mieux pour leur qualité de vie et leur qualité de déplacement. Autre élément très important,
que peut-être les décideurs publics n'ont pas suffisamment en tête. Il y a l'ADEME qui, en septembre 2024, donc c'est une étude très récente, l'ADEME a mené une étude, une enquête, pour regarder un petit peu quelle était la position des citoyens vis-à-vis de politiques publiques de réduction de la place de l'automobile. La conclusion est sans ambiguïté, les mesures de réduction de la place de la voiture sont de plus en plus plébiscitées par la population. Et ça, c'est important. C'est important pourquoi ? Parce que peut-être les décideurs publics, quand ils mettent en place des infrastructures, lorsqu'ils décident de politique publique, il est important qu'ils aient une vision de ce que les citoyens pensent vraiment, contrairement à l'image qu'ils en ont. Et puis, je voudrais, pour faire le lien avec la deuxième partie, citer le Conseil d'orientation des infrastructures en 2022. Alors, le Conseil d'orientation des infrastructures, on va dire, c'est une instance consultative sous l'autorité du ministre en charge des Transports. Et le Conseil d'orientation, en 2022, écrivait « Les contournements d'agglomération répondent à des attentes locales fortes ». Bien sûr, ce qu'on disait, le citoyen, celui qui est à Juvignac, qui veut ne plus être pénalisé par la présence de voitures. Ils sont réinterrogés, donc ces contournements d'agglomération, au regard des modèles de développement urbain auxquels ils sont associés et, je cite, « méritent d'être repensés au vu de la recherche de sobriété et de réduction des impacts environnementaux ». Ça veut dire que clairement, construire des routes, d'un point de vue de l'analyse éco, c'est le monde d'avant, au regard des impératifs écologiques et des profondes mutations dans lesquelles nos villes doivent s'engager rapidement. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tout le monde. Alors, super, moi je vais regarder comme ça. Donc je m'appelle Sinis Kornavaka, je suis porte-parole du collectif Autrecom. C'est un collectif informel qui s'est créé pour porter un recours contre la déclaration d'utilité publique du contournement ouest de Montpellier. Donc là, cette deuxième partie, c'est plutôt la société civile qui parle, sachant que la société civile, finalement, s'empare de plus en plus de ces arguments scientifiques autour de l'économie des transports. Il y a une vraie montée en compétences des collectifs comme le nôtre, mais d'autres collectifs qui sont des collectifs contre ce qu'on appelle les projets routiers inutiles et imposés, et qui se sont rassemblés à une coalition de collectifs qui s'appelle la Déroute des routes. Et donc, pour parler de notre projet DUCOM, c'est un projet donc, qui se situe entre la 750 au nord et la 709 au sud, dans un contexte de saturation ponctuelle du trafic. Et c'est plutôt une saturation donc, le matin et le soir, avec un trafic qui, pour l'instant, est un trafic local. L'objectif du projet, c'est un projet avec objectif double. D'un côté, nous avons la fluidification du trafic local à l'ouest de Montpellier, et de l'autre côté, on a aussi cette envie de relier les deux autoroutes, donc au nord et au sud de Montpellier. Nous allons voir que ces deux objectifs, ils sont un peu en contradiction. C'est un vieux projet, comme pas mal de projets contestés. Ça commence à dater il y a 30 ans. C'est un projet qui a eu pas mal de rebondissements. On a commencé en étant un projet plutôt porté par les collectivités locales. Après, c'est passé comme un projet d'État porté par la DREAL. Et ça a atterri maintenant avec une maîtrise d'ouvrage de la société ASF, donc Autoroute Sud-de-France Vinci. Il y a eu donc une concertation du public qui a été découpée en plusieurs morceaux. Donc il y a la première partie qui a été faite en 2006 où en gros ils ont décidé où allait passer le COM. Après il y a une autre concertation sur est-ce qu'on va aller faire passer plutôt la route dessous
des carrefours. Et après, il y a eu une autre concertation sur où on va faire passer plutôt au niveau des échangeurs au sud et nord l'autoroute. Il y a eu donc une concertation publique morcelée avec déjà pas mal d'opposition. Et nous sommes donc dans une phase où on attend de voir si tout va bien pour le COM. C'est l'année prochaine qu'on aura les premiers travaux avec une livraison en 2030. Donc, ça, je vais essayer d'être plutôt bref. Donc, je vous ai dit, on parle au nord d'un nouvel échangeur. Donc, l'idée étant que pour l'instant, la route actuelle, c'est une route où on ne peut pas circuler rapidement. Donc, si on veut avoir une vitesse de 90 km à l'heure avec des poids lourds qui peuvent passer, il faut rectifier la route. Il faut refaire l'échangeur nord qui ne permet pas cette vitesse et aussi un passage de poids lourds aisé. Et évidemment, il faut faire la connexion au sud et élargir la route où elle est à 2 fois une voie, à 2 fois 2 voies. On verra même plus. Donc, le projet que je vous ai montré ici dans ce slide, c'est le projet qui a été montré par l'Adréal, donc l'État. Et maintenant, donc, sous le site de Vinci Autoroute ASF, nous avons donc ces pictogrammes qui montrent que en plus de cette 2 fois 2 voies au niveau de 2 parties, de 2 sections, il y a donc une bande élargie, une bande d'arrêt d'urgence sera élargie pour faire passer les transports en commun au niveau des services, normalement. Donc ça fait que finalement c'est 2 fois 3 voies, avec une section, donc la 3e section où pour avoir à la fois la partie autoroutière et aussi la partie trafic local, mais on se retrouve avec ce que nous, on a toujours dit, 10 voies, même si pour très longtemps, ça a été un peu tabou de dire 10 voies, mais maintenant, on le voit même sur le site de ASF. Donc, ça, c'est simplement pour montrer un peu, parce qu'il y a beaucoup de, je pense, de mauvaise foi, je peux utiliser cette expression, en disant que c'est finalement une réflexion légère d'une route qui est déjà là, qu'on élargit un petit peu et qu'on ne voit pas trop l'intérêt de s'exclamer autant qu'on va simplement ajouter un petit peu d'espace à droite à gauche, mais bien évidemment on voit bien que l'impact il est important. Donc on parle de 3 fois 2 voies, mais c'est une autoroute, donc ça fait quand même déjà un impact visuel, un impact sonore bien important, mais c'est aussi bien évidemment les ouvrages d'art qui vont avec, le viaduc qui va avec, donc c'est vraiment quelque chose de plutôt impactant pour notre territoire. Et la chose très intéressante qui se passe en ces moments, c'est que finalement, pour très longtemps, quand on regarde les déclarations sur le COM, jusqu'à il y a 2-3 ans, il y avait toujours le premier objectif, c'était l'objectif de la fluidification du trafic local. Et petit à petit, mais il y a un glissement et il y a un changement. Le changement, on parle de plus en plus il faut connecter ces 2 autoroutes. Et donc ça, c'est quelque chose qui commence à apparaître donc dans le site de la ASF, mais aussi, je ne sais pas si vous me voyez, peut-être c'est sous ma tête, mais il y a aussi des déclarations qui sont faites par les avocats de Vinci Autoroute quand ils répondent à nos recours, qui disent vraiment assurer une continuité du grand itinéraire autoroutier entre la 75 et la 9 vers Clermont-Ferrand dans la logique de l'orientation globale nord-sud, sud-nord de la concession ASF. Donc on voit bien que là, la partie trafic local et amélioration du trafic à l'ouest de Montpellier s'éloigne de plus en plus. Donc nous, on dit souvent à Outrecom qu'il y a 2 COM. Il y a le COM local et le COM national ou le COM Vinci. C'est lequel qui va primer. On a des idées. Donc ça, c'est aussi quelque chose pour vous montrer quelque chose qu'on met aussi en avant.
D'un côté, nous avons un axe rhodanien en violet. Et donc, nous, on pense au collectif Autrecom qui, et avec aussi la déroute des routes, parce qu'on voit bien, il y a d'autres chaînons manquants, qu'il y a la volonté de la logistique de créer des nouveaux axes, parce que les axes qui sont déjà utilisés, ils sont de plus en plus congestionnés. Et donc, il faut bien évidemment aller pouvoir créer des nouvelles façons de transporter des marchandises. Et donc ça, c'est pris de plus en plus au sérieux par des chercheurs qui suivent donc la déroute des routes, et ils sont vraiment en train de travailler sur cette hypothèse de nouveaux trafics, nouvelles voies de marchandises au niveau national, mais aussi européen. Et on va voir pourquoi on dit européen plus tard. Donc, il y a beaucoup d'impact, bien évidemment, de ce projet. Donc là, moi, je voudrais reprendre un peu tous les données qui ont été données au niveau macro par les experts, et un peu les décliner au niveau local. Donc, bien évidemment, il y a la partie étalement urbain qui a été bien expliquée par Mathias. Et donc, l'idée de cette évaluation du projet du COM, c'est que c'est un peu en décalage avec ce que les experts nous disent, c'est-à-dire que l'étalement urbain, il n'est pas pris en compte dans la déclaration d'utilité publique, et ça, on le sait depuis début 2019, c'est déjà l'autorité environnementale qui l'avait dit. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème surtout parce qu'au niveau de la 750, ça a été déjà le cas. Quand la 750 a été faite, il y avait déjà eu un grand étalement urbain au niveau du nord de Montpellier. Et donc, nous, on pense qu'en améliorant et en fluidifiant, ça va répartir, et que donc on aura une autre vague d'étalement urbain au niveau donc du nord de Montpellier, avec le périurbain qui va s'étendre de plus en plus, grignoter le vert, et étaler de plus en plus le trafic. Le trafic induit, mais je laisserai après Hugo présenter son association et présenter les études des shifters. On a donc un membre dans la salle d'Autrecom qui a commencé à esquisser un peu un travail sur la A9 qu'il faudrait peut-être reprendre au niveau des experts pour consolider. Et donc l'idée, c'est que déjà au niveau de la A9, mais je pense que tout le monde qui prend la voiture pour le voir, on n'a pas forcément besoin de faire des calculs. On voit bien qu'il y a un problème, qu'il y a la 709 qui est de plus en plus saturée. Et déjà, au niveau donc, du doublement de la 9, c'était exactement les mêmes acteurs et les mêmes arguments. Ils nous avaient dit que, bien évidemment, ça allait fluidifier, ça allait sécuriser, qu'il allait y avoir moins d'accidents. On voit bien évidemment que ça n'a pas fluidifié. En plus, si on regarde les simulations de trafic, ils étaient vraiment dans les choux, si je peux me permettre. Et ils avaient considéré qu'on allait avoir bien plus de trafic sur la 9 que sur la 709. On voit bien que la 709 elle est saturée, qu'on a des graves problèmes à les entrées-sorties de la ville parce qu'elles n'avaient pas été dimensionnées correctement, et ainsi de suite. Et cela, ça va bien évidemment s'empirer avec le COM, parce que si vous avez bien suivi, la jonction, ça se fait au niveau de la 709. Ça veut dire que les camions, les flux touristiques, etc., qu'on pense qu'ils vont arriver, ils vont sortir, ils vont aller sur la 709, ils vont saturer encore plus et ils vont remonter vers le nord. Et donc, voilà. Et je laisse Hugo en parler. Merci Céline. Bonsoir à toutes et à tous. Avant peut-être de parler un peu plus en détail du trafic induit qui vient d'être évoqué par Céline Skornavaca, je vais me présenter très brièvement. Donc, comme l'a dit Guillaume, je suis membre de l'association des shifters, association sœur du Shift Project. Mais voilà, ce soir, je parle bien au nom de l'association des shifters, notamment de son groupe local qui est basé à Montpellier. Pourquoi je suis là ce soir? Parce qu'on est une association qui travaille sur l'énergie et sur le climat. Donc c'est sur ces deux sujets-là que je vais essayer un peu d'apporter des chiffres, d'objectiver le débat. L'idée est d'alimenter un peu le débat public ce soir et de manière plus large à l'avenir. Alors tout d'abord,
on a analysé l'étude d'impact du contournement ouest de Montpellier, comme on l'a fait déjà sur un certain nombre de projets. C'est le 5e qu'on analyse comme ça en région, et c'est une action qu'on mène un peu partout en France. Il ressort que l'impact climatique du COM a été fortement sous-estimé pour une raison qui est assez simple au regard de ce que vous avez pu entendre précédemment, notamment de la part des 2 chercheurs, qui est que le trafic induit, donc le phénomène qui fait qu'on va aller plus loin dès que des infrastructures routières le permettent, n'a pas été pris en compte dans cette étude. Donc mécaniquement, c'est vraiment physique. Si on ne prend pas en compte le trafic induit, on sous-estime les kilomètres qui vont être parcourus par des véhicules. Et forcément, si on regarde un peu les impacts climatiques associés, ils sont donc plus faibles. Ici, vous voyez en rouge et en jaune une estimation que notre association a faite des émissions de gaz à effet de serre associées au trafic induit, qui pourrait être induit par le COM si le COM voyait le jour. Alors, ce n'est pas simple de calculer le trafic induit. C'est très dur à prédire, ça dépend de chaque projet. Du coup, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on s'est basé sur des projets sur lesquels on avait mesuré au préalable le trafic induit. Il y a des chiffres qui sont fournis par l'ADEME notamment, sur lesquels on peut essayer d'avoir un ordre de grandeur. Donc là, on vous parle de centaines de milliers de tonnes de CO2 à l'échelle de 20 ans, entre 2028 et 2048. Donc une fourchette basse en jaune et une fourchette haute en rouge. Voilà, un ordre de grandeur. Et je vais vous poser la question, à votre avis, si on regarde dans les documents du contournement ouest de Montpellier, quelles sont les émissions de CO2 qui sont prévues par cette étude. Donc vous voyez que nous, on est entre grosso modo 250 000 et 450 000. Donc est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est plus? A priori, bon, d'accord, très bien. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est, disons, 200 000? Peut-être, voilà. Toujours pas. Ah, une personne quand même, voilà, c'est bien, il tente. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est 100 000 tonnes de CO2? Pourrait quand même. Voilà, ça commence à lever des mains. Est-ce qu'il y en a qui pensent peut-être que c'est 0? Le COM n'aura pas d'impact sur le climat. Il y en a un certain nombre également. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est même négatif? Que le COM sera positif pour le climat? Il y en a quelques-uns. Et donc, c'est ces derniers qui ont raison. Voilà. Donc en fait, il ressort dans l'étude d'impact, on annonce le COM comme quelque chose qui va permettre de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est assez gros quand même. Enfin, je veux dire, on fait ce travail ailleurs en France, donc on a déjà vu des problématiques méthodologiques, mais à ce point-là, c'est quand même assez rare. En effet, créer des autoroutes n'est pas une solution pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Ça peut paraître un peu logique ce que je dis là, mais voilà, il faut le repréciser. Ce qui est quand même rassurant, c'est que quand on regarde l'avis de l'autorité environnementale, qui est un organisme d'État, qui a analysé donc le projet de contournement et ce document que je cite, il précise que cette baisse des émissions est entachée de fortes incertitudes et pourrait tout aussi bien être une hausse. Donc voilà, bon, ça a un petit peu conforté notre analyse. Alors je vous l'ai dit en introduction, nous on travaille sur le climat, mais on travaille aussi sur l'énergie. Donc, quand on a vu ça, on a été un peu interpellé. On s'est dit, on a fait une petite évaluation sur l'angle climatique. Allons voir ce qui concerne l'énergie. Allons voir un peu les consommations de carburant qui sont prévues dans le cadre du COM. Et là, notre plus grande surprise, en fait, il est prévu que la mise en service du COM, à partir de 2028, à l'époque de l'étude d'impact, mène à une augmentation de 16 tonnes équivalent de tonnes équivalent pétrole par jour. Ce qui est aussi assez contradictoire vis-à-vis de la petite flèche rose que vous voyez qui redescend, c'est-à-dire qu'on prévoit d'un côté une augmentation de 16 tonnes équivalent pétrole par jour et de l'autre une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une question. Il y a deux questions qui sont un peu associées à ces observations. La première, c'est comment expliquer ces données contradictoires? Pourquoi on a une augmentation des consommations de carburant qui est prévue d'un côté et une baisse des émissions de gaz à effet de serre de l'autre? Ça, on n'a pas trouvé la réponse. Pourtant, on a sollicité le bureau d'études en charge de cette étude-là. On a également échangé avec les services de l'État pas plus tard que la semaine dernière, mais c'est quelque chose qui... Voilà, on n'a pas eu de réponse à cette question. Donc là, la question reste ouverte. La seconde, qui est comment est justifiée cette prévision de baisse des émissions de gaz à effet de serre? Là, on a quelques informations à vous partager.
mais j'en dis pas plus parce qu'on les abordera juste après dans le cadre de des impacts socio-économiques de ces projets. Voilà, en tout cas, un premier chiffrage que notre association a fait sur ces volets climat et énergie mène à ces conclusions. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer que le petit rectangle bleu que vous voyez sur ce document est à peu près aussi grand que les deux autres que j'avais montés précédemment. C'est-à-dire qu'en estimant les gaz à effet de serre sur la base du carburant qui est prévu dans le cadre de la mise en service du COM, on arrive à peu près à nos estimations sur la base du trafic induit. Voilà. Donc c'est plutôt rassurant. Mais ce qui est inquiétant, c'est ces différences entre l'impact du COM sur le point de vue climatique en rose de l'autre et ce qu'on a pu calculer de l'autre. Je te transmets du coup le micro pour la suite. Merci beaucoup. Je me permets de dire que ça ne, si je me rappelle bien, ne prend pas en compte les CO2 de la construction. Voilà. Donc ça, il faut ajouter qu'il y aura toute la construction du COM qui n'est pas du tout prise en compte. Donc vous pouvez ajouter, je ne sais pas combien de tonnes, des CO2 et aussi des dérangements à la population locale. Donc, toujours pour reprendre tous les éléments qui ont été vus en macro, on va parler donc de l'effet global sur le réseau routier. Donc, j'espère de vous avoir convaincu du fait que il y a un problème donc sur l'axe lui-même avec cette problématique de fluidification peut-être en 2030, 2031, mais ça va revenir vite. Mais il y a aussi donc tout le problème lié à le réseau routier proche. Donc il faut savoir déjà que quand on regarde, la chose intéressante, c'est que ça soit autre comme que les shifters Languedoc-Roussillon, on se base vraiment sur les simulations et sur le travail qui a été fait au niveau de la déclaration d'utilité publique. Donc ce sont les simulations de l'État qu'on retravaille. On voit dans leurs simulations des parties rouges qui apparaissent. Ce sont toute la partie de raccordement de la section 9 et tous les entrées dans les COM qui sont en rouge. Même dans leur simulation, c'est dit clairement que ça ne va pas être facile au niveau des entrées-sorties du COM, qu'il y aura bien évidemment une fluidification sur l'axe lui-même, mais que rentrer et sortir, ça va quand même être compliqué. Il y a après toute la partie du fait qu'il y a certaines choses qui ne sont pas pris en compte parce qu'ils sont en dehors de ce qui est le périmètre d'études qu'on fait une DUP. Et par exemple, le lien, donc c'est un projet qui sera lancé avant 2030 et on ne sait pas comment ça n'a pas été simulé, comment le lien et le COM vont modifier la circulation autour de Montpellier. Et après, il y a toute la partie trafic local pendulaire que nous, au niveau d'autres COM, avec les habitants et les habitantes localement, on s'est posé la question, est-ce qu'il y aura vraiment beaucoup de monde qui va finalement en local pouvoir prendre le COM. Et voilà, on sait qu'il y a quand même pas mal de trafic local qui ne prendra pas le COM. Et surtout, bien évidemment, les personnes qui doivent se passer, qui vont aller de l'ouest à l'est, ils ne sont pas intéressés par une liaison nord-sud. Après, il y a donc la partie effet sur les transports collectifs. Donc, au niveau des transports collectifs, on pourrait se dire que c'est un peu un verdissement, greenwashing, verdissement du COM qui s'est fait en utilisant le SERM, donc le service express régional métropolitain, qui a comme un des piliers principaux le contournement ouest de Montpellier, sur lequel les bus au niveau des services, certains bus au niveau des services sont censés transiter sur les bandes d'arrêt d'urgence. Et là aussi, on a travaillé quand même pas mal pour avoir des avis d'aménageurs et d'économistes des transports pour poser la question de est-ce que finalement cette intermodalité proposée avec le COM comme pilier principal, est-ce qu'il sera quelque chose qui pourrait marcher? Et ça a été clair, toutes les réponses ont été pas forcément. Pas forcément parce qu'il n'y a pas vraiment des pôles d'échange multimodaux. Pôle d'échange multimodal, il y a quand même pas mal de services qui sont associés. Les experts nous ont dit que c'est plutôt des parkings relais
qui sont envisagés sur Montpellier et qui sont sous-dimensionnés par rapport à ce qu'on attend, surtout si on a le com et un étalement urbain, ils vont être sous-dimensionnés. Il y a bien évidemment ce qu'on appelle la rupture des charges, donc le fait qu'il faut qu'on passe par exemple d'un tram à un bus à du service et vice-versa. Il y a la problématique qu'on parlait avant de bus à niveau service chaque 10 minutes, maintenant on parle plutôt de bus à niveau service chaque 20 minutes. Ça fait que à les heures des pointes, on a 3 bus à niveau de service qui remontent et descendent. Vous voyez que si on parle de 12 000 véhicules qui descendent, ça ne va pas forcément être suffisant. Et en plus de tout cela, il y a toujours, comme je disais à l'introduction, et le fait que pour l'instant, on n'a pas pensé la jonction donc, dans le sud avec la gare RER de Villeneuve-le-Maguelone et c'est pas très clair qu'est-ce qu'on va faire au niveau donc des mobilités douces. Est-ce qu'elles vont être suffisamment performantes? On peut l'espérer, mais donc en tout cas pour l'instant on n'est pas très rassuré. Je l'ai pas dit auparavant, mais la difficulté c'est aussi qu'il y a un manque cruante de transparence dans tout cela. Nous n'avons pas les plans de ce contournement ouest de Montpellier. Donc, on arrive à grappiller un peu des informations à droite, à gauche. Donc, si on n'est pas suffisamment pertinent dans nos remarques, nous sommes preneurs et preneuses d'informations supplémentaires pour pouvoir décrire le projet, mieux décrire les projets. Mais en tout cas, ça, c'est ce que nous avons pu voir avec les informations que nous avons en ce moment. Et finalement, c'est toute la partie projet et contour courant, donc de tout ce qu'il est mis en avant. Donc François, on en a parlé. Donc il est bien évidemment en contradiction avec la stratégie nationale bas carbone, à la fois parce qu'il ajoute de la voirie et donc de la place à la voiture, parce qu'il faut le construire, c'est comme. Donc ça, c'est une émission importante. Il faut savoir que arriver au même moment avec les mêmes émissions de CO2, mais en émettant maintenant, c'est bien plus problématique que d'émettre dans 20-30 ans. Parce que là, le point de bascule, c'est maintenant. Il faut être vraiment sobre en ce moment. Donc, même si on peut penser de bien faire pour réduire les émissions, mais si on construit et on émet, c'est ça peut paraître illogique, mais c'est mieux de ne rien faire que de mettre des CO2 en ce moment pour éventuellement en avoir moins dans 20-30 ans. Il n'y a pas vraiment d'incitation pour les mobilités douces, parce qu'il faut quand même se le dire, c'est une autoroute urbaine au milieu de la ville, et cela ne pourra pas forcément être agréable pour les personnes qui vont choisir les transports en commun, qui vont choisir le vélo et la marche, d'avoir cette saignée, cette coupure urbaine. Il y a aussi la LOM, donc avec le CERM. Pour l'instant, le CERM, on n'a pas vraiment l'impression qu'on vise beaucoup sur les transports en commun, sur le vélo, avec cette énorme prise en compte des voitures, plus que les mobilités actives et partagées. Et bien évidemment, le COM n'est pas inclus dans la ZFE. Donc, c'est ce que nous, on appelle une autoroute urbaine au milieu de la ZFE. Donc, ça questionne aussi au niveau social. Les gens, ils vont se dire, mais pourquoi moi, je dois me racheter une voiture et avoir tout le problème économique qui va avec, si après, il y a une autoroute au milieu de la ZFE qui va finalement nous amener de la pollution qui vient d'ailleurs. Et même le ZAN, donc zéro artificialisation nette, le COM, il est considéré comme un projet à envergure nationale européenne d'intérêt général majeur, donc ça ne rentre pas dans la ZAN. Donc là, à nouveau, l'acceptation sociale est compliquée, parce qu'on se met on met des stratégies, on a des visions verdissantes, et finalement, on les suit
pas nous-mêmes. Ça, c'est très compliqué au niveau d'acceptabilité sociale. Et après, il y a la partie pollution. Je ne vais pas en parler beaucoup, mais en gros, là, j'ai simplement voulu montrer, il faut savoir que la DUP elle-même, donc à nouveau, prévoit un triplement du trafic. Donc, ce n'est pas nous qu'on le disons, c'est la DUP. Donc, on va passer de 25-30 000 véhicules à jour à 75-90 000 véhicules jour. Et là, donc, je vous ai mis au niveau de la pollution, qu'est-ce qu'on a sur une petite portion où on a déjà 90 000 véhicules jour. Et là, vous pouvez aussi voir la portion du COM maintenant. On voit bien qu'elle est déjà pas mal polluée, mais ça va pas forcément s'améliorer. Et donc, au niveau de la pollution, ils nous disent que le fait qu'il y a des vents qui vont amener ailleurs à la pollution, c'est pour ça que je me permets de vous montrer que le vent, il ne va pas changer forcément et la pollution, elle est là maintenant. Donc, on ne voit pas pourquoi elle devrait être amenée ailleurs par d'autres vents. Peut-être que le vent va changer. Du coup, je reprends la parole puisqu'on a mélangé nos deux présentations pour l'occasion. Pour vous parler d'un autre type de pollution, du coup, vous l'avez compris, hein, le climat cette fois-ci, donc le CO2. Donc ici, il n'y a pas de données qui sont issues de calculs de la part de notre association. On a juste mis au regard les objectifs du plan climat de la métropole que vous voyez en vert, donc c'est-à-dire pour le secteur des transports sur le territoire de la métropole. Qu'est-ce qui est fixé durant les décennies à venir? Donc une forte baisse, hein, vous le voyez. L'objectif étant d'arriver à quelque chose qui est proche de zéro, en accord avec du coup les objectifs de la SNBC qui avaient été évoqués précédemment. Vous avez ici le dernier point de mesure qui date de 2021 sur le territoire métropolitain. Et vous avez en rouge la trajectoire qui est prévue dans l'étude d'impact du COM pour l'ensemble des transports sur la métropole. Alors ça veut dire que ce n'est pas uniquement l'impact du COM que vous voyez là, c'est l'impact de l'ensemble des transports, mais ça montre bien la trajectoire dans laquelle s'inscrit ce type de projet. Ici, je parle d'impact climatique lié à l'usage chaque année. Je ne parle pas de la construction, comme Céline l'avait dit précédemment. Donc on voit vraiment que dans un cas, on est un peu sur quelque chose qui est continu un peu comme avant, la trajectoire rouge, où on prévoit une légère hausse, une stagnation, on va dire, des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'à la fois localement au niveau de la métropole ou au niveau national, maintenant l'objectif tout de suite, ce n'est pas de continuer comme avant, c'est de radicalement changer la trajectoire pour aller vers la neutralité carbone en 2050. Donc là, il y a vraiment une contradiction entre cette trajectoire prévue dans l'étude du COM et la trajectoire à la fois des objectifs nationaux et des objectifs métropolitains. Et ces données ne sont pas issues de notre association, donc c'est vraiment juste on vous les a mis côte à côte, quoi. Voilà pour ça. Et je vous avais promis une réponse aussi sur la justification qui avait été évoquée pour montrer cette baisse des émissions qui est possible qui serait possible grâce à la création du contournement ouest de Montpellier. Du coup, cette baisse a été sous-estimée tout d'abord parce que construire des routes ne réduit pas le temps de trajet quotidien, comme ça a été dit précédemment. Ça fait des dizaines d'années. Ici, vous voyez sur ce graphique, en gros, depuis une cinquantaine d'années, la courbe bleue qui représente le temps de trajet quotidien d'un Français reste peu ou prou à 1 heure, 70 minutes. Voilà. On est quelque chose qui est constant, voire en légère augmentation. Et pourtant, ces 50 dernières années, on a pu construire un grand nombre de routes. Donc faire des routes ne permet pas de réduire le temps de trajet et c'est cette réduction de temps de trajet qui est avancée comme un argument pour justifier la baisse des émissions de gaz à effet de serre. La deuxième justification est la réduction et le fait que ce gain de temps de parcours serait dû à la réduction des distances parcourues. Une fois de plus, voilà, les données nous montrent qu'historiquement, depuis l'après-guerre, en fait, depuis que le système voiture s'est développé, les distances parcourues augmentent. Donc ça, c'est très très clair, ça a été évoqué tout à l'heure. Et c'est malheureusement encore en 2025 un argument qui est pourtant utilisé pour justifier les baisses qui sont prévues dans le cadre de ce projet. Donc on est là vraiment face à
comment dire, à des contre-vérités. Je pense qu'on peut employer ce mot. Hein. C'est vraiment, on a un tel niveau de confiance dans les mesures qui sont faites depuis des décennies qu'on sait que maintenant, construire des routes ne permettent pas de gagner du temps et au contraire augmente les distances parcourues. Voilà, je laisse la parole à Céline pour la conclusion. Ouais, je me permets de dire, c'est drôle, mais il y a quand même des pépites dans la DUP qui se contredit donc elle-même. Il y a deux phrases fantastiques. La préférée, c'est quand même qu'on va construire le COM pour soulager le lien. Je vous peux vous montrer ça, il y a vraiment écrit ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une petite phrase où ils disent que finalement, il y aura un gain de temps parce que les gens ils vont aller plus vite, mais il y aura quand même une augmentation des distances parcourues dans l'ère d'études. Donc, ils le disent aussi de temps en temps eux-mêmes, mais en même temps, ils disent aussi qu'il y aura une baisse des CO2. Et donc, c'est là que la question que moi je vais poser aux experts, c'est parce que voilà, pour nous c'est vraiment c'est dur de se rendre compte que finalement on fait des études, on a des travaux, mais que finalement est-ce que tout cela est finalement politique? Finalement, on peut faire dire tout ce qu'on veut aux chiffres. C'est ça un peu qu'on se dit. Donc l'idée, c'est que dans l'évaluation socio-économique, on va se dire, les gains, si les gains d'un projet, ils sont plus importants que les coûts, on va faire les projets. Je vais vraiment caricaturer. J'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir. Je viens de la société civile. Mais l'idée, c'est vraiment que la partie la plus importante que vous voyez dans le tableau au niveau des gains du COM, c'est les gains de temps. Mais si nous avons vu que finalement, il n'y a pas de gain de temps, qu'est-ce que c'est vraiment l'évaluation socio-économique du COM? On n'a pas pris en compte l'étalement urbain, on n'a pas pris en compte le trafic induit, les gains de temps n'existent pas. Même si le gain de temps existe, c'est une valeur tutélaire qui donne une idée des sociétés où le temps gagné est le bien principal. Mais si on se pose la question de est-ce que notre qualité de vie est plus importante du temps, peut-être on va donner des valeurs différentes. Il y a même des études qui sont en train de se faire au niveau de la valeur tutélaire du temps. Il faut savoir que par exemple la valeur tutélaire du temps dans le vélo coûte moins cher parce qu'apparemment on est plus content d'être à vélo qu'en voiture et donc c'est un gain de temps moindre. Ça c'est pour vous dire à quel point ça peut être tordu d'associer des gains à quelque chose qui nous appartient intimement. Et voilà. Et donc, pour nous, vraiment, c'est la question de est-ce que ces projets, finalement, c'est d'utilité publique. On peut accepter que ça soit politiquement d'utilité publique et que ça soit important de le porter en avant. Mais nous, comme société civile, on voudrait simplement que on arrête de dire que c'est quelque chose qui c'est évidemment d'utilité publique parce que les chiffres le montrent, parce que les simulations le montrent. J'espère qu'on vous a montré que c'est pas si carré que ça, toute cette histoire, et que si c'est politique, il faut simplement dire on veut faire cette route parce que c'est politique, parce qu'on a envie de faire en sorte qu'il y ait de la logistique et de la marchandise qui passe et qu'on n'a pas le choix, c'est le contournement et vous allez avoir cette route au milieu de la ZFE. On trouve que ça serait plus opportun de dévoiler la vraie face de ce COM. Et pour rester sur quelque chose de positif, parce qu'il faut aussi se dire qu'il y a peut-être un autre COM qui est possible. Je vais finalement reprendre un peu de toutes les idées de François, sans savoir que vous allez vous en parler. Finalement, c'est très, très difficile de le dire. Mais nous, quand on a commencé à se dire quelles propositions on peut mettre en avant pour faire en sorte que les gens adhèrent finalement à autre COM. On se dit il faut quand même qu'on dise aux gens qu'on veut améliorer leur vie. Et donc, il faut qu'on montre qu'il y a quelque chose à faire. Mais on ne peut pas finalement améliorer la route actuelle pour les voitures. Dès qu'on améliore l'offre routière, on aura plus de voitures. Donc il faut finalement se dire on ne peut pas se dire on veut plus de voiries. Il faut enlever
finalement les voitures de la route. Et donc c'est comme ça que peut-être on va résoudre les embouteillages. On doit se poser la question de pourquoi les gens sont sur la route. Est-ce qu'on peut par exemple, bien évidemment, réduire la place de la voiture et mettre des bus en du service, parce que les rapports modal, ça se fait quand il y a une réduction de la place de la voiture, donc quand il y a en quelque sorte un changement de ratio entre à quel point c'est facile pour moi de prendre la voiture et c'est facile pour moi de prendre le transport en commun. Si on ajoute de la place à la voiture pendant qu'on ajoute de la place au transport en commun, ça ne sert à rien, à part vider les casses de l'État et de la métropole. Si par contre on réduit la place à la voiture et on ajoute de la place au transport en commun, aux mobilités actives, c'est là qu'on aura un gain. Ajouter, bien évidemment, les services de proximité. Demander aux gens, mais de quoi vous avez besoin à l'ouest de Montpellier, pourquoi vous devez aller à l'est de Montpellier. Donc, réenchanter un peu notre territoire et, bien évidemment, penser à un CERM, un réseau Express Vélo qui soit en cohérence avec les besoins objectifs. Il y a, je sais, je vois quelqu'un, des associations qui réfléchissent depuis des années sur comment améliorer à partir des besoins la mobilité de notre métropole. Et donc finalement c'est ça qu'il faut qu'on ose se dire. Et je pense que voilà, Hugo pourra le dire. Il faut réduire à la place de la voiture, il faut ajouter les services, il faut donner la possibilité aux gens de prendre les transports en commun et de prendre le vélo et le marché, bien évidemment, dans sécurité, sans retour des charges, de façon rapide. Et peut-être on va finalement tomber sur ce qu'on appelle l'évaporation du trafic et donc la réduction par l'évaporation des trafics des bouchons. Pour conclure, c'est pour montrer que c'est réaliste, c'est-à-dire que vous voyez ici un exemple du trafic à Paris et qui a divisé par 2 le trafic en 20 ans. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de faisable. Il faut que les décideurs politiques, qu'ils soient locaux ou nationaux, aient en tête que c'est faisable. Et d'ailleurs, ça a été fait à Paris et ailleurs. Voilà. Alors là, on est sur une autre problématique. Mais Paris a divisé par 2 son trafic. Voilà, il faut le savoir. Il y a d'autres solutions que faire des nouvelles routes. Et Paris n'a pas construit de routes ces 20 dernières années. Ça fait bien longtemps que cela a été fait. On n'a pas touché à ce sujet. Et ça a également baissé sur le périphérique parisien. Donc, ce n'est pas juste un intramuros. Voilà. En guise de conclusion, c'est possible. C'est quand même la bonne nouvelle du soir. Merci beaucoup à tous les 4 pour ces présentations. Alors, donc juste avant de passer aux questions du public, quelques questions préparées. Et je pense que vous avez raison, on va la poser la question à François et Mathias par rapport, comme on n'a pas de réponse du bureau d'études. Est-ce que c'est possible, au vu de tout ce que moi personnellement j'étudie en économie et vous m'enseignez, est-ce que c'est possible d'avoir un projet comme celui du canton ouest de Montpellier dans la métropole de Montpellier avec tout ce que cela implique, qui ait un impact qui n'est pas d'effet induit et qui a un impact négatif sur la pollution? C'est la première question. Non. Voilà. Alors, moi, je reviens quand même sur l'évaluation socio-économique qui a été faite. Effectivement, on le sait et on le dit aux étudiants dès la première année. Attention, les hypothèses dirigent le domaine de validité de vos résultats. Et il y a Hélène, qui est une spécialiste de l'évaluation socio-économique, qui pourra vous le dire. C'est-à-dire, suivant le taux d'actualisation, on a des valeurs actualisées nettes ici. Au-delà même des valeurs, on élimine tout le trafic induit. Effectivement, les résultats sont de fait très positifs. Ce qui est toujours très problématique, c'est une vision qui est donnée à travers les hypothèses qui sont assez restrictives, mais qui sont là. La question, c'est que normalement, on dit aussi aux étudiants, il faut faire des études simulation pour faire varier certains paramètres et voir un peu comment, en fonction des valeurs des paramètres, on a les valeurs actualisées nettes et donc le bénéfice du projet sur plusieurs années qui évolue. Voilà, c'est peut-être ce qui manque. Alors, je sais pas, Hélène, qui est notre spécialiste maison, pourrait le dire, mais c'est vrai. Et je crois que c'est une grande difficulté aujourd'hui. Et c'est vrai que
les quelques analyses que vous avez menées. Alors, vous dites trop humblement, on est de la société civile, mais en même temps, pour vous, vous êtes chercheuse au CNRS et puis vous êtes aussi, vous travaillez sur ces questions-là. Donc, je pense que justement, tout ce que vous avez fait est extrêmement intéressant parce que ça montre aussi, avec d'autres hypothèses, qu'on peut obtenir des résultats diamétralement opposés. C'est vrai que moi, quand vous m'avez présenté l'évaluation socio-économique en disant que les émissions de gaz à effet de serre diminuaient avec une infrastructure routière en plus, bon, franchement, je ne suis pas rentré dans le détail de l'évaluation socio-économique, mais ça paraît quand même étonnant. Voilà. Merci beaucoup. Et une question qui s'éloigne un petit peu donc, du sujet principal pour vous, Mathias, sur les médias. On a vu, nous en tant qu'étudiants et Montpelliérains, on a vu dans la presse plusieurs articles qui relatent les différentes positions sur le contournement ouest de Montpellier. C'est très bien, ça fait le débat public. Mais on a vu aussi certains médias locaux qui ont communiqué beaucoup dans le sens de Vinci, et en allant jusqu'à distribuer des brochures de la communication de Vinci Autoroute qui dit par exemple qu'il n'y aura pas de demande induite, ce qu'on vient de démontrer comme faux et que toutes les études montrent comme faux. Voilà, il y a ce type de communication aujourd'hui qui est distribué massivement aux habitants de la métropole. Quel est l'impact de ce type de communication sur le débat public et sur les citoyennes et les citoyens qui lisent ça sans avoir forcément un master d'économie des transports? Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est donc que les médias diffusent des fake news, d'une certaine façon. Alors, des fake news produites par Vinci. Et Vinci, je rappelle, appartient à un groupe, Bolloré, en l'occurrence. Donc, c'est sûr qu'on peut s'interroger sur cela. Alors, la presse locale, c'est assez partagé. On avait vu des documents. Midi Libre semble donner la parole un petit peu à tous les camps, mais on avait été surpris de voir notamment la Gazette de Montpellier qui distribuait des prospectus favorables au contournement ouest de Montpellier et qui distribuait finalement l'information remplie de fausses informations, en l'occurrence. Alors pourquoi ces médias-là font ça? On peut trouver une raison purement économique, c'est que les médias ont deux sources de financement, les recettes liées aux ventes et aux abonnements, et l'autre source de financement, c'est la publicité. Et donc, toute recette publicitaire est bonne à prendre. Donc, on va relayer une communication, en l'occurrence celle de Vinci ici, dans un média pour engranger des recettes. Puis après, il peut y avoir des raisons plus, on va dire, sociologiques, qui font que les journalistes qui pourraient couvrir ce projet-là sont soit influencés, ne font pas bien leur travail. Il y en a des journalistes qui ne font pas bien leur travail. Je ne dis pas France 3, mais il y en a qui peuvent mal faire leur travail, ça arrive, qui sont donc influençables et ça peut avoir des effets forcément délétères sur la qualité de l'information qui est produite. Voilà. Peut-être je me permets un petit complément, qui est que l'année dernière, quand on a sorti cette étude, une première étude sur le contournement ouest de Montpellier, les deux premiers médias qui l'ont relayé sont issus du service public, donc France Bleu et France 3. Et c'est quand même à saluer. C'est le rôle des services publics dans le débat public qui est quand même sinon assez peu existant. Voilà. Alors, ce n'est pas les seuls, mais c'est clair que c'était assez flagrant. Et en effet, le média qui a été mentionné au préalable, qui a quand même des consignes assez claires pour ne pas diffuser des informations qui vont à l'encontre du projet. Merci beaucoup. On va passer aux questions du public. Alors, des questions, ici? Merci. Alors j'ai deux questions du coup, mais la première vient de ce que vous venez de dire sur les médias. Moi, ce qui me surprend, c'est que on parle du com à Montpellier, mais on ne dézoome pas parce que le même problème se pose tout le long de la voie autoroutière, c'est-à-dire qu'il y a un contournement qui est à l'étude financé par Vinci à Narbonne, un autre à Nîmes de la même façon, un autre à Arles, et en fait le phénomène il est partout. Et donc, est-ce que ce ne serait pas opportun de rassembler les énergies et peut-être d'aller voir la presse pour mettre les choses en commun sur ce sujet?
parce que le problème est plus global que Montpellier, quoi. Comme vous l'avez dit, puisque c'est de la logistique et pas un problème pour améliorer la circulation locale. Mais c'est tout le but de la coalition La Déroute des routes. Donc, avec cette coalition, on a commencé un plaidoyer national. Donc, et c'est là qu'on s'est rendu compte de cette histoire des axes de logistique. On a commencé à mettre des gommettes sur les carrières, sur les entrepôts logistiques, à les regarder. Et ça a commencé il y a 3 ans, cette coalition. Et voilà, si vous avez envie de vous consacrer du temps, c'est exactement la réponse à la fois pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, de soutien aussi psychologique, parce que c'est compliqué quand même de se rendre compte que, comme société civile, que l'État et les collectivités montrent quelque chose et qui font le contraire. Je pense que comme quelqu'un qui aime la démocratie, on est des citoyens, des citoyennes engagés, souvent, c'est compliqué à vivre. Donc, c'est aussi un soutien psychologique et aussi donc, un partage d'informations, de bibliographies et d'aide aussi juridique. Donc, on est en contact avec le collectif de Dîmes, la jonction Est de Toulouse, à la 69, Rouen, le BIP à Paris, etc. De temps en temps, on a des bonnes nouvelles, des choses qui marchent. Il y a beaucoup d'entraide. Je me permets de poser ma deuxième question puisque j'ai le micro. Donc moi, j'habite à Lunel et nous, on n'a pas de contournement, justement. Et c'est un projet aussi qui est à l'étude depuis 30 ans. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que les contournements sont toujours une mauvaise idée ou pas? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça de répondre? Merci. Je pense clairement qu'à partir du moment où on a cité les impératifs environnementaux, les impératifs en termes d'empreinte spatiale, je pense qu'on est en contradiction. Quand on parle du monde d'avant, je crois sincèrement qu'aujourd'hui, les mobilités doivent être améliorées. On doit aller vers des mobilités choisies et pas subies. Donc là, effectivement, ça nécessite un travail. Mais la problématique, c'est que l'urbanisation, et là, je ne suis pas, moi, les mains dans le cambouis comme les élus le sont, mais c'est extrêmement compliqué. Et c'est à très long terme. C'est-à-dire qu'on a une inertie dans les urbanisations qui font que derrière, ces projets-là, ils structurent la ville pendant de très nombreuses années. Donc de ce côté-là, on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir des infrastructures routières qui vont structurer l'organisation des villes d'une manière qui est totalement incohérente avec les objectifs qu'on se donne, notamment à des horizons assez court terme, puisque 2050 aujourd'hui, c'est du court terme. Et donc, je pense sincèrement que quels que soient les types de contournements, il y a une vraie réflexion à avoir sur est-ce qu'aujourd'hui on n'aurait pas intérêt à revenir, alors c'est peut-être pas les mêmes types d'investissements, mais quand on voit, moi je vois le contournement ouest de Nîmes où on a Caveyrac, enfin toute la Vaunage qui est impactée et on avait une ancienne voie ferrée qui a été abandonnée et puis supprimée, on se dit peut-être là il y a un retour en arrière qu'il faudrait penser de manière un peu positive avec une notion qui est importante aussi, c'est la fiabilité des temps de déplacement. Alors, il y a un autre enseignant qui était là tout à l'heure, Thierry Blaillac, qui travaille sur cette question-là de la fiabilité. Et je crois que ça, c'est un élément important dans les projets de mobilité qu'on met en place. C'est-à-dire repenser l'intermodalité. Tout à l'heure, on a parlé de la multimodalité avec la question des plateformes d'échange pour que les transferts modaux se fassent rapidement, de manière sécurisée. Et malheureusement, tous ces éléments-là doivent être pensés à très long terme. Donc voilà, de mon point de vue, nous, en tout cas, avec ce qu'on a pu lire sur l'ensemble de la littérature, aujourd'hui, tous les projets d'infrastructure routière sont un peu décalés par rapport à ce qu'il serait pertinent de mettre en œuvre. La question, après, c'est d'être capable de mettre en place des politiques alternatives, puisqu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de laisser la situation perdurer dans laquelle les habitants sont sur une mobilité totalement subie. Je veux dire, Mathias nous montrait des artères de circulation avec des voies totalement encombrées. Je pense que ceux qui sont aujourd'hui à Juvignac vivent les mêmes cauchemars le matin et le soir. Donc cette situation-là, elle ne peut pas perdurer. Mais malheureusement, on l'a vu ce soir, je pense que ce n'est pas en créant des contournements ou des infrastructures routières qu'on va résoudre le problème. Et j'ajoute quand même, pour qu'on soit un petit peu honnête, c'est que quand on rajoute des voies, elles peuvent être fluides si elles sont payantes. C'est-à-dire que si vous faites un contournement payant et que vous indexez la tarification du passage sur cette route en fonction de la densité de circulation, c'est-à-dire que dès qu'il commence à y avoir un peu des bouchons, on monte le tarif, donc un péage variable qui peut arriver à 5, 6, 7, 8 euros,
alors à ce moment-là, cette voie sera tout le temps fluide. Alors, on parle juste ici de fluidité et de gain de temps. On ne parle pas des émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, pour compléter ce que vous disiez sur le contournement, et pour être tout à fait honnête avec toutes les données qu'on a fait tout à l'heure, créer des routes, ça génère toujours du trafic, sauf si on la contraint par le tarif. Alors, ces routes-là, si on met en place une discrimination tarifaire, c'est-à-dire un péage qui évolue en fonction du temps pour, quelque part, continuer à avoir une fluidité parfaite de la circulation, ça s'appelle des routes de première classe dans la littérature. Donc un peu d'iniquité quand même dans tout ça. Question suivante. Oui, bonjour. Moi, c'est une question un peu double. La première, est-ce que c'est possible de calculer la perte de capacité en puits carbone direct que va impliquer la perte de la construction de cette route, notamment sur le passage de 2 à 10 voies? Et la deuxième, est-ce que vous avez vu récemment la SAFER de l'Hérault parle aussi de l'impact des compensations écologiques de ce projet qui se déroule dans la métropole de Montpellier, donc au niveau de Cournonterral, et qui implique aussi une perte de puits de carbone, puisque ça serait sur des terres arables, notamment des vignes, pour les passages en friche, et souvent, vu que c'est Vinci qui rachète, va pas entretenir les terrains et va les laisser un peu à l'abandon, qui est aussi du coup un problème au niveau des feux de forêt. Voilà. Alors oui, il y a des données de l'ADEME par type d'espaces naturels, par exemple forêt, prairies, etc., où on sait combien il y a de carbone stocké dans la terre, et du coup, si on artificialise le sol, s'il y a du bois, il y a déjà le carbone stocké dans le bois qui va être relâché en fonction de ce qu'on fait du bois, mais il y a également un phénomène qui fait que quand on bétonise un sol, au bout d'un moment, les atomes de carbone se recombinent à l'oxygène et repartent dans l'atmosphère sous forme de CO2. Et donc, on déstocke du carbone. C'est ça qu'on appelle. Donc, on pourrait l'estimer. Nous, on ne l'a pas fait encore parce que voilà, on est tous bénévoles dans cette association. On n'a pas eu le temps de s'y pencher, mais ça peut faire partie des choses qu'on peut regarder. Et ça a dû être fait dans le cadre d'études d'impact, mais j'ai pas ça en tête. Et sur la question de la SAFER, moi, j'ai pas de... Je peux simplement dire qu'à un moment, il y a 25 hectares des bonnes terres agricoles qui peuvent être impactées. Il y a aussi le problème des œufs de ruissellement. Il y aura donc beaucoup de bassins de rétention, mais il y a aussi des riverains et riveraines qui nous parlent de leur peur du fait que ça puisse affecter leurs sources, parce qu'il y a des gens qui sont sur des puits. Et voilà, donc il y a cette interrogation, on ne s'est pas encore penché, mais voilà, il y a quand même des grosses inquiétudes, sachant que voilà, ça c'est comme on l'appelle la ceinture verte, donc à l'ouest, et qu'ils nous disent toujours, voilà, on n'a pas grand-chose qui reste. Si vous regardez la carte de Montpellier, il y a cette ceinture verte dans l'ouest, et là ça va être bétonné, et surtout, on ne pourra pas facilement aller d'un côté à de l'autre parce qu'il y a une autre route au milieu. Oui, merci Arnaud Carpier, président de Transportons-nous et membre de RER métropolitain. Juste d'abord un témoignage, parce que je pense que la question que vous posez sur Montpellier, on la vit dans la périphérie. Moi, j'habite sur le cœur d'Hérault, et nous, on travaille sur les questions de liaison et de transport décarboné pour les populations du cœur d'Hérault, du Grand Pic Saint-Loup, en tout cas, voire de l'Est montpelliérain, y compris dans la métropole. Castries, dans la forme de desserte de Castries est absolument terrible, et même dans ce qui est prévu. Et donc, nous, on prône l'idée de réhabiliter les anciennes lignes, voire de les construire dans le prolongement de l'étoile ferroviaire qui existe, même si nos élus clament haut et fort, que ce soit dans le cœur d'Hérault ou sur la métropole, qu'il n'y a pas d'étoile ferroviaire. Eh bien si, il y a une étoile ferroviaire, c'est l'étoile ferroviaire portée par le tramway. Et aujourd'hui, on a les moyens technologiques pour créer des transports en site propre. Parce que ce qui nous est prévu dans le CERM, et ça c'est absolument terrible, parce qu'on est totalement... Alors je ne parle pas de tout ce qui a été dit avant sur la décarbonation, etc., qui est de la même nature, mais la question du CERM telle qu'il a été posée, alors au-delà des financements qu'il faudra trouver, mais c'est bien une desserte
qui permet d'aller très très loin dans le rural, dans le périphérique urbain, et de desservir dans une équité très forte les populations qui y sont et qui, pour l'essentiel, forment en gros presque près d'un tiers des salariés de la métropole. Et donc, y compris sur ces questions-là, je ne vais pas être plus long, mais y compris les inégalités quand la gratuité, elle ne s'applique pas pour les travailleurs qui viennent nourrir la richesse de la métropole. Voilà, et juste une question derrière ça, parce que nous, la question du com est très compliquée dans les populations qui disent ça va nous apporter, donc on se bat sur ces questions-là. Et plus on s'éloigne, plus on est entendu. Mais par exemple, sur Gignac, on est très très peu entendu sur cette question-là. Parce qu'il semble que le bus à haut niveau de service va régler les questions, alors qu'en termes de quantité, y compris parce qu'on était à un quart d'heure et que c'est prévu maintenant sur 20 minutes aussi, parce que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est les coûts de fonctionnement qui deviennent totalement... Voilà. Et donc, sur ces questions-là, c'est compliqué, mais juste une question quand même, parce que je crois que ce qui a été très sous-estimé dans les études du COM, voire comme du lien, c'est la question du transport routier. Aujourd'hui, on est sur la 750 et la 750, pas la 75, mais la 750, on est sur 7-8% de transport routier. Et donc, les prévisions sont... moi, je suis aussi membre du conseil de développement, Cœur d'Hérault, sont très sous-estimées, avec le risque d'une augmentation très très forte du transport routier, évidemment, si la liaison, elle est extrêmement rapide, extrêmement donnée comme fluide. Est-ce qu'on a des données plus précises là-dessus, avec la crainte qu'une augmentation à 20-22% qui serait de l'ordre un peu moindre que sur la 9 serait une confiscation quasi d'une des voies, par les comportements, par la réalité et par les comportements des conducteurs. Merci. Une question au fond. Je sais pas, moi. J'ai juste les chiffres que je vous ai montrés, juste pour vous dire, ils ne prennent pas en compte par transport routier, vous voulez dire camion, c'est ça? Oui, camion, oui. Oui. Donc nous, nos travaux ne prennent pas en compte les camions. On a considéré que le camion était une voiture. Donc tout est sous-estimé, on va dire, si on rajoutait. Voilà. Donc, mais j'ai pas plus d'infos que ça. Donc, si je me rappelle bien, c'est 4% maintenant. Et maintenant, c'est 7. À l'époque des préétudes, c'était 4. Et il y a une phrase dans l'étude qui dit que finalement, vu qu'il n'y a pas énormément de camions, ils vont pas faire les simulations spécifiquement sur ça. Il y a quelque chose de ce type. En tout cas, c'est pas... je pense que c'est pas pris en compte vraiment la nouvelle liaison qui est créée. Ça, c'est pas dans la DUP. C'est considéré vraiment comme un projet local avec une partie de prise en compte du trafic et des reports, mais pas comme un chaînon manquant d'une nouvelle liaison. Donc je pense que ça, c'est pas pris en compte dans la DUP. Alors malheureusement, on va être pris par le temps, donc on va prendre une dernière question. Et deux petites questions alors, parce qu'il faut qu'on ait libéré la salle à 20h. Et ensuite, on sera obligé de s'arrêter là pour ce soir. Bonsoir, donc une question rapide. D'abord, juste, je suis habitant à Cournonterral, donc à l'ouest de la métropole, donc assez concerné par tout ce qui a été dit là. Oui, donc voilà, question courte, j'habite à Cournonterral, je suis donc très concerné aussi par tout ce qui a été dit là, je suis aussi élu à Cournonterral. Voilà. Ma question est en fait assez simple. Dans vos diapos, alors si je retrouve, il y a une diapo, si mon téléphone veut bien se remettre en marche, hein, je vais y arriver, oui. Alors, en fait, sur la diapo de l'effet global sur le réseau routier, je suis désolé, mais il y a des choses, moi je ne suis pas technicien ni rien, donc je comprends pas tout ça. Vous parlez de desservir dans SDJV. C'est quoi ça, SDJV? Voilà. Question simple, réponse simple. Merci. C'est ce trafic local pendulaire arrivant de l'ouest continuera d'éviter le camp pour se déverser dans... C'est Saint-Jean-de-Védas, la réponse à ta question. Voilà, Saint-Jean-de-Védas. Bonsoir. Alors moi, c'était pour apporter un petit élément de réponse à une question qui a été posée plus bas.
sur les compensations de la... Donc moi, je dépends du groupe national de surveillance des arbres. Pour la compensation, tout arbre abattu est censé être replanté par tant d'arbres. La question, c'est combien d'arbres vont être replantés par Vinci pour compenser les arbres abattus. Ça, on n'en sait strictement rien. Normalement, ça dépend des hauteurs et des arbres en question. Et pour les friches de Vinci, alors chaque particulier dans nos régions est soumis aux obligations légales de débroussaillage. Donc techniquement, Vinci y est aussi soumis. Après, la question, c'est est-ce que eux aussi, est-ce que la région, la métropole, va les charger de faire ces obligations-là ou pas? Voilà. Peut-être une dernière question. Ouais. Yannick, si tu peux venir au second rang, il y a une dernière question et après on va être obligé de s'arrêter là. Bon, on prend les deux dernières questions et on sera obligé de s'arrêter là. Je suis désolé de ne pas pouvoir aller plus loin. Et j'en profite, le temps que le micro arrive, tout est enregistré et sera disponible sur YouTube. On peut d'ailleurs remercier les shifters d'avoir des bénévoles professionnels dans le multimédia. Alors moi, j'aurais une petite question pour Monsieur Mirabel. Donc déjà, le COM, ça peut être aussi la cyclabilité à l'ouest de Montpellier. On est sur une métropole où on a 60% de la population, soit 500 000 habitants, qui habitent 30 minutes à vélo de la place de la Comédie. On le voit au quotidien que le trafic induit, c'est pas seulement les autoroutes, mais c'est également le vélo, avec une augmentation de plus de 20%. Donc si on fait des pistes cyclables, on aura des vélos. Strasbourg est la seule ville de France c'est la capitale du vélo, et c'est une des rares métropoles qui n'avait pas de contournement routier jusqu'à récemment. Donc ça montre qu'on peut développer le vélo, on peut développer des alternatives avec succès sans contournement. On sait qu'on est face à une situation qui est éminemment politique. Je remercierai tous les élus qui sont dans la salle ce soir, parce que c'est important d'écouter tout ça. Et maintenant, ma question est pour Monsieur Mirabel. Dans 18 mois, il y a des échéances qui sont très importantes. On sait que les élus sont face à des choix ils ont besoin de faire des arbitrages qui doivent être audacieux. Que diriez-vous aux élus? Comment les rassuriez-vous sur ce changement de paradigme qu'il faut faire? Et que des villes comme Copenhague, Utrecht ou Malmö ont réussi avec succès? La question est compliquée en 2 minutes chrono. Et pourtant, elle est tellement essentielle. C'est pour ça que c'est facile quand on est sur la chaire de manière un peu péremptoire de dire voilà ce qu'il faudrait faire. Donc c'est pour ça que je ne me hasarderai pas à donner le moindre conseil. Mais malheureusement, j'ai envie de dire les échéances sont longues. Mais qu'il faut faire les choses de manière séquentielle. C'est-à-dire que nous, on avait travaillé avec Mathias sur les péages urbains. La séquentialité, déjà, c'est important au sens où on ne peut pas se permettre de mettre en place des politiques publiques drastiques, réglementaires, que subissent les populations, sans en amont s'être assuré qu'il y a des moyens de report modaux, qu'il y a des moyens de se déplacer et que le droit à la mobilité reste assuré. Et c'est pour cette raison que la note d'espoir, c'est dire que je pense que si on prend une ville comme Montpellier, intramuros, moi je suis sidéré de voir la vitesse avec laquelle on a pu transformer l'intérieur de Montpellier, avec la transformation de voiries dédiées à l'automobile qui sont passées pour les vélos, pour les pistes cyclables, etc., en un temps record. Enfin, moi, je suis sidéré. Alors évidemment, à court terme, les automobilistes sont très contraints, mais je pense que derrière, c'est pour du mieux. C'est pour cette raison que étant extérieur au projet, je me garderai bien de donner des conseils, mais j'étais surpris quand on nous a sollicité de l'ampleur et surtout de l'avancée de ce contournement ouest de Montpellier, parce qu'il me semble qu'il est à total contre-courant et qu'il y aurait des moyens, enfin tout à l'heure ça a été évoqué, pour ceux qui viennent de plus loin, parce qu'il n'est pas question de dire aux gens, quand vous avez 6 km à faire, vous allez les faire en vélo, mais il y a quand même des villes qui ont réussi le pari de pouvoir avoir des mouvements pendulaires de transport collectif réguliers, alors avec des investissements qui sont très importants. Alors ce qui pose aussi la question, la gratuité des transports collectifs, elle est importante, mais est-ce qu'une tarification sociale et solidaire ne serait pas aussi un excellent moyen d'avoir des recettes et en même temps de privilégier, je ne veux pas du tout rentrer dans les éléments politiques, mais je pense qu'à un moment donné, cette question-là, elle se pose. La question de justice sociale, elle est fondamentale, et qu'aujourd'hui, ceux
qui n'ont pas les moyens de payer un transport collectif doivent bénéficier de la gratuité. Mais derrière, on a aussi des recettes qui peuvent permettre à un moment donné de déployer à plus grande échelle les transports collectifs, d'investir dans des éléments qui ne sont pas des infrastructures routières. Voilà. Donc, je vais être un peu pauvre dans ma réponse parce que là, derrière, ça nous amènerait à de nouveau 1h30 de débat. Donc voilà, je ne sais pas si d'autres personnes veulent répondre. Et puis, je crois qu'il y avait encore une dernière question. Oui, merci. Deux précisément questions. Manu Reynaud, adjoint au maire et conseiller métropolitain à Montpellier. Alors merci, parce que la démonstration est sans appel. Elle se fait dans une fac, elle se fait effectivement sous votre validation et scientifique, on va dire, et c'est important de le noter. Merci aussi de noter qu'à Montpellier, on n'a jamais autant fait et en si peu de temps pour réduire la part de l'automobile. À Montpellier intramuros, mais aussi à l'intérieur de la métropole. On n'a jamais fait autant pour les transports publics, pour le vélo et pour les piétons. Et ça, c'est considérable. Et c'est vrai que se poser la question du COM dans une ville et une métropole qui a autant fait pour réduire la part de l'automobile, c'est une réalité, tout le monde peut le constater. 33% d'augmentation dans les transports publics, l'augmentation des vélos, il y a des compteurs, je remercie l'association Vélocité qui les relaie, on le voit, mais tout le monde le voit dans la réalité. Moi, j'aurais deux questions qui sont très très claires. La première, c'est est-ce que la préfecture, l'Adréal, ou dans le cadre de l'enquête publique, a interrogé l'université et la fac en l'occurrence et vous? Et la deuxième question, très très pratico-pratique, je fais partie d'un certain nombre d'élus qui ont demandé au sein de la métropole une mission d'information pour qu'on puisse juger dans le temps et en pouvant auditer tout un ensemble de personnes, notamment pour des questions scientifiques. Et ce que vous venez de nous présenter, et la deuxième question, elle est toute simple, c'est est-ce que vous accepteriez d'être entendu par les élus de la métropole sur ces sujets-là pour leur apporter vos lumières sur ces questions? Non à la première question et oui à la seconde. Donc il n'y a pas... Question courte, réponse courte. Et juste pour compléter par rapport à la question précédente, mais ça va aussi dans le sens de ce que vous disiez et de ce que François disait auparavant, tout est question de pouvoir politique et d'ambition politique. Le cas de Copenhague, c'est un cas exemplaire où il ne fait pas plus chaud à Copenhague qu'ici et pourtant on a transformé les habitudes. Et pour transformer les habitudes, il faut inciter par les critères de choix prioritaires. Quel est le critère de choix prioritaire quand on se déplace? C'est le temps de déplacement. Si on rend plus lent le temps de déplacement en voiture et plus rapide le temps de déplacement à vélo, eh bien, on va inciter les personnes à basculer de l'automobile vers le vélo. À Copenhague, ce qu'il y a de très significatif, c'est qu'un cycliste seul qui arrive à un carrefour où il y a des voitures qui arrivent de tous les côtés, il devient prioritaire. C'est-à-dire que tous les feux passent au rouge et son feu seul de vélo, pour lui seul, passe au vert. Donc, il devient prioritaire et donc, il n'a pas à s'arrêter, à attendre 5 minutes à vélo. Il n'y a pas les dangers, etc. L'insécurité qui peut inciter à ne pas prendre le vélo, comme c'est encore le cas parfois à Montpellier. Donc, c'est vraiment mettre en avant ce critère principal qui est celui du temps de déplacement, avant celui du coût, avant les autres critères. Voilà. Merci.